En fait, nous, notre vision, c'est de devenir le leader de l'optique en Afrique. Puis ça, c'est dans notre core. Le client est roi, le client est le plus important. Et quand on parle au client, il doit sentir qu'il est comme si c'est le seul client de l'ENCO. On est sorti là d'un moment dur, je pense, il y a quelques mois. On a eu un problème de cash. Le plus gros challenge là, c'était de garder les équipes rassurées, de les voir, de les regarder dans les yeux avec des retards de salaire. Toi, tu dois les rassurer, mais tu dois te rassurer toi aussi. Ça va être hyper dur aussi en tant que maman, en tant que femme, de justement aussi gérer une boîte, gérer une vie familiale à côté. C'est hyper dur, mais ça demande une organisation de malade et ça demande un support system de encore plus. Mais je suis très content de vous avoir, Maha, Melek, LNCO. Alors, vous avez sûrement déjà dû voir des magasins, LNCO. Vous avez déjà dû entendre parler des lunettes, LNCO. Et là, on a les deux sœurs. Chose rare, fait rare. Donc, je suis hyper content de vous avoir. Peut-être, avant de commencer, je suis juste très intéressé de savoir comment ça a commencé, LNCO. Parce que vous avez créé ça il y a quelques années, vous travaillez... Vous étiez à Montréal, c'est ça? Ouais, toutes les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez créé LNCO? Et c'est quoi LNCO fondamentalement? LNCO, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Déjà, tout le nom. Tout le monde nous dit. La première question, c'est est-ce qu'on prononce LNKO, LNCO, LNCO, c'est... Alors, on prononce comment? LNCO. LNCO. LNCO, c'est lunettes NCO, donc lunettes NCO. Je l'aurais jamais trouvé. Et la vérité, même nous, ça nous a pris du temps de trouver qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'on a juste trouvé les 4 lettres. Au début, on s'est dit, bon, ça fonctionne. C'est dispo sur Insta, c'est dispo sur Facebook. Let's go, on a acheté le nom de domaine. Ouais. Et donc, du coup, on a inventé des histoires, exactement, au fur et à mesure des années. Je pense que c'est quand, en 2023, qu'on s'est dit, lunettes Co, ça marche. Branding. Ouais, c'est clair. Ah, quand même. C'est clair, ouais. OK. Mais en gros, comment ça a commencé? Donc, on était à Montréal, Malak et moi. Moi, j'ai passé 10 ans à Montréal. Moi, 5 ans. J'ai vécu là-bas 5 ans. T'es la plus jeune. Exact, c'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, quand on était à Montréal, on voyait beaucoup d'offres de lunettes, style Bon Look, Warby Parker aux États-Unis. C'est huge, Warby Parker. C'est énorme. IPO, je pense en 2018 ou quelque chose comme ça. C'est une success story incroyable. Ouais. Et donc, du coup, on voyait beaucoup de ces offres-là. Jimmy Fairley en France aussi. Jimmy Fairley en France. Aiwa au GCC, Qui vient de lever 100 millions de dollars. Exactement. Lui aussi, c'est une success story. Mehdi Oudreri, marocain. NS, ouais. Mehdi NS. Et donc, il y avait Lenskart aussi en Inde, qui est un truc énorme, je pense qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Mais c'est une boîte qui a levé plus d'1 milliard de dollars et qui a 2000 magasins aujourd'hui. Wow. Donc, c'est des grosses success stories à l'étranger, donc des gros comparables en fait qu'on voyait. Et donc, quand on était au Maroc en 2020, fin 2019-2020, on a commencé à s'intéresser en fait à cette partie-là. Et vu que Melek et moi, en fait, on vient d'une famille qui est dans cette industrie depuis plus de 40 ans. Dans les verres optiques, c'est ça? Dans les verres. Et notre mère est opticienne. D'accord. Ouais. Notre oncle est opticien. Donc, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Et donc, du coup, on a commencé à creuser un peu plus. On a commencé avec une idée de lancer un business de lentilles, exactement, d'abonnement de lentilles de contact. OK. Il n'y avait pas de marché au Maroc, tout simplement. Et donc, en fait, les gens ne consommaient pas autant la lentille que ce qu'on pensait. Mais déjà, avant de revenir à ça, vous auriez pu vous dire, je suis au Canada, je monte un business au Canada. Pourquoi vous êtes dit, je vais le faire au Maroc alors que vous étiez au Canada? Alors, moi, en fait, je partais du principe que si tu lançais, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais arrêté ma première startup, c'est que si tu lançais un business, une boîte, une startup, whatever, quelque part, il fallait te dire que tu allais être là-bas pendant les 10 années qui vont suivre. Et en fait, c'était pas quelque chose en fait qui matchait avec mes ambitions personnelles de vie. Tu voulais rentrer au Maroc. Je voulais rentrer au Maroc, j'avais un enfant, donc avant de rentrer au Maroc, je voulais revenir être ici et faire ma vie ici avec ma petite famille. Et toi aussi, je pense. Pareil, ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait mes études et puis, en fait, on avait lancé une boîte de distribution de verres ophtalmiques. On en avait relancé une autre. Et donc, je travaillais un peu de Montréal sur ça. Donc, j'avais pour ambition de rentrer aussi, de ne pas rester là-bas. Quand tu dis on, c'est une boîte familiale? Oui, c'est ça. C'était une boîte familiale. Et après, Maha est rentrée. Et on voulait lancer un truc à nous, un truc qui allait nous ressembler. Et on a vu en fait qu'il y avait un réel besoin dans les lunettes tendance, mais à un prix abordable. Et c'est marrant parce que un des mantras un peu de l'entrepreneuriat, de manière un peu théorique, c'est ne le fais pas avec ta femme, ne le fais pas avec ton frère, ne le fais pas avec ta sœur. Pour autant, vous aviez envie de le faire ensemble?
On avait envie de le faire ensemble depuis le début. Et aussi, ce qui est... En fait, je sais pas ce que c'était de hasard ou... Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'était du hasard. C'est que Malak et moi, on est hyper complémentaires dans nos tâches, dans nos boulots. Donc, ses forces sont mes faiblesses et je pense que mes forces sont tes faiblesses. Est-ce qu'on peut les nommer? Bien sûr. Pour moi, c'est l'approvisionnement. Je peux te dire que je ne sais pas importer quelque chose de l'étranger. Je ne sais pas utiliser Portnet. Okay. Je sais pas le faire. Les stratégies d'investissement, les négociations d'investissement, toute la partie... légale, je crois. C'est toi qui t'occupes de ça? Non, c'est marrant. Ah. Non, moi, je m'occupe plus de la partie opérationnelle, logistique, approvisionnement, plus terrain tangible. Voilà. Ouais, moi, je pense que c'est plus d'imaginer. Créatif. Tu sais, pas tellement créatif, parce que, en fait, je pense que toutes les deux, par contre, à Malak, on est très analytique dans nos tâches mutuelles. Donc, par exemple, tout ce qui est branding, ça, par contre, on le fait ensemble. Ouais. Tout ce qui va être produit, choix des lunettes, on le fait ensemble. Donc, vraiment, le core, on est toutes les deux dessus. Parce que ça reste notre ADN, quoi. Exactement. Et après, on a chacune nos forces, nos faiblesses dans ce qu'on fait chacune de notre côté. Donc, on va décider de la stratégie ensemble et chacune va exécuter de son côté dans son périmètre qui est défini. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais on va retourner au départ de Elle & Co pour savoir qu'est-ce qui se passe après ces autorisations et ces cours de yoga. Mais aujourd'hui, c'est, je pense, plus de 60 employés. 100 employés. Ok, j'avais les mauvais chiffres. Ouais. Et 18 magasins 15 en ce moment. Donc, on est 100 personnes, 80% de femmes. Donc, ça, c'est une fierté, je pense, à Malak et moi. 100 personnes, 80% de femmes, 15 magasins. On devrait finir l'année à même plus. Mais oui, donc c'est plus de 150 000 clients. C'est huge. On va parler un peu de votre scale, comment vous avez grossi en partant de un e-commerce jusqu'à ça. Et on va parler aussi de vos différents sujets d'expansion. Mais donc, racontez-moi comment vous êtes parti d'une feuille blanche à ce que vous avez fait aujourd'hui. On va rentrer un peu dans le détail de Elle & Co, qu'est-ce que c'était les premiers jours? Comment est-ce qu'on crée une marque D2C omnicanal from scratch? Par quoi on commence? Peut-être parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire des choses. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles erreurs vous éviteriez de refaire? Plein de choses, j'imagine. Énormément de choses. Énormément. Par quoi on commence? Si tu as envie de lancer un e-commerce, tu dois être fort sur ton produit et sur tes opérations et sur ton marketing digital et ton acquisition de clients. Donc ça, c'est les deux. C'est vraiment, tu as deux choses à gérer. Malak gérait toute la partie livraison, produits, opérations de tous les jours. Et moi, je gérais et je gère toujours aujourd'hui toute la partie revenus. Donc, ce qui va être marketing, le site e-commerce, les ventes, tout ça. Et je pense que quand tu te lances, la première chose à faire, c'est de te dire, c'est quoi mon core business? Et je dois être excellent en tant que founder, toutes les deux, dans mon core business. Et donc, en fait, on a commencé par ça. Là où on a fait ça, quand je dis ça, on a fait ça along the way. Ouais, ça veut dire que là, exactement, on a appris en marchant. Ça veut dire que premier jour, je pense qu'on a créé une page Facebook, une page Instagram. On faisait nous-mêmes nos contenus. Donc, on a acheté genre des trucs en mousse, une boîte blanche. Si je te montre mon téléphone 2020, il y a quelques photos de mes enfants et des photos de boîtes de lunettes. Tu vois, il y a que ça. Et donc, boîte blanche, on a pris nos lunettes en photo, on a fait un site sur Shopify et on a commencé à vendre. Vous avez quel produit? Vous avez déjà? En fait, le magasin de ma mère était fermé. On est parti dans le magasin de ma mère, on a pris des lunettes, on les a pris en photo, on prenait les verres de la société de distribution de verres et on a fait des mini-crédits fournisseurs, comme ça. Et on a commencé à vendre. Et on vendait, en fait, on a commencé à vendre hyper rapidement. Personne ne savait que c'était Malak et moi derrière Elle & Co. Okay. Donc, en fait, notre validation de marché était encore plus incroyable parce que c'était des gens qu'on ne connaissait pas, qui payaient pour notre produit. Et vous faisiez de la pub sur les réseaux sociaux et les gens vous découvraient comme ça. Ouais. En fait, là où je pense que, après, je pense que je te laisserai parler de plus la partie opérationnelle, mais en fait, du côté marketing, donc, en fait, comment on s'est lancé en digital et pourquoi, en fait, la data était hyper importante et le côté analytique était hyper important, c'est parce qu'on a une stratégie de lancement où, normalement, à l'étranger, quand tu veux lancer un truc, ta stratégie, c'est tu bides d'abord sur Google, donc tu es sur Google parce qu'en fait, c'est un moteur de recherche où les gens cherchent. Ça nourrit ton pixel de gens qui viennent intentionnellement
Et ensuite, tu crées tes campagnes Facebook, Meta, TikTok, sur d'autres canaux. Là où nous, en fait, au Maroc, Google n'était pas trop utilisé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'influence. On a utilisé l'influence de manière hyper stratégique. On a commencé, en fait, des ads sur Google, enfin, sur Meta. On voyait un peu à quoi ressemblaient nos clients à ce moment-là. Et on est allé chercher des influenceuses qui avaient une base de données qui ressemblait à notre target audience. Et du coup, donc, elles mettaient le lien directement sur leur campagne. Les gens qu'on voulait cliquer. Ça nourrissait notre base de données. Et à partir de là, on expandait en fait sur cette base de clients qui était exactement comme ceux qu'on voulait aller chercher. Et du coup, en fait, c'est là où notre stratégie marketing, dès le début, on pouvait avoir l'impression que c'était de l'influence. Voilà, elles payent des influenceuses pour poster leurs produits. Non, c'était une stratégie qui était implémentée dans un plan qui était beaucoup plus... Pour enrichir vos data. Pour enrichir notre base de données, exactement. Et du coup, en fait, on a bossé avec ça pour se lancer et se faire connaître par les clients. Donc ça, c'était notre première stratégie d'acquisition client. En fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a vraiment utilisé et focusé sur la data dans tous les aspects. Donc, comme ce que Maha, elle disait, le plus important, c'est le marketing et l'opérationnel. Donc, même en fait, au niveau de l'opérationnel, quand on s'est lancé, on a toujours vu en fait très grand. Donc, on a ramené les codes de la big distrib du B2B, mais dans un modèle D2C. Et que vous connaissiez hyper bien parce que vous avez grandi dans ça. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on promettait à Casa une livraison en 2 heures dans la même journée. Et hors Casa, c'était une livraison en 24 heures. Donc, c'était pas quelque chose qui se faisait dans le D2C. En 2020 en plus. En 2020, c'est ça. Après, vous avez bénéficié aussi du fait que les gens étaient chez eux, qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, les gens, ils n'avaient pas le choix. Et ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on faisait du cash on delivery. Et en fait, on laissait les gens ouvrir le colis, essayer la lunette. Et s'ils aiment, là, ils achètent et ils gardent. Donc, en fait, il y a une confiance qui a été créée aussi à ce niveau-là. Ok. C'est ça qui était... Et c'était quoi un peu la partie entre les gens qui payent par carte et les gens qui payent par cash? Il n'y avait pas de paiement par carte. Ah, tu pouvais pas? Si, tu pouvais, mais les gens n'ont jamais payé parce que par ça, carte. c'est un des gros freins dans l'e-commerce au Maroc. Et ça c'était bien aussi pour nous parce que ça permettait aux clients d'essayer la lunette. Donc, ça créait en fait cette relation de confiance avec le client. Parce qu'en fait, si on vient voir un peu depuis le lancement, ce qui a été aussi un des aspects les plus importants, c'est qu'on est venu avec le bon produit au bon moment. Donc oui, c'était le Covid, les gens étaient chez eux, donc ce qui fait que les gens étaient plus amenés à consommer de l'en ligne. Donc les clients ont acheté pour tester, et en même temps, vu qu'on répondait très rapidement, on avait un service après-vente qu'on gérait Maha et moi nous-mêmes. Donc on était vraiment, on répondait en moins de 5 minutes. Quoi que le client veuille, on allait lui dire amen, bien sûr, tu veux un retour, tu veux te faire livrer dans un autre endroit. Mais ça fonctionne au début quand il n'y a encore pas beaucoup mais de commandes. Mais on l'applique jusqu'à aujourd'hui, ça. Okay. Ça, c'est appliqué jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est dans notre core. C'est que le client, en fait, le client est roi, le client est le plus important. Et quand on parle au client, il doit sentir qu'il est comme si c'est le seul client de l'Enco. En fait, ça, en fait, quand on est rentré, Malak et moi, au Maroc, vu que notre expérience de consommatrice a été formée à Montréal, on avait l'exemple d'Amazon. Donc, on se disait... En fait, qu'est-ce qui fait qu'on achète sans réfléchir chez Amazon? Nous, on avait Amazon Prime, donc on recevait 5 commandes par jour. Que tu veux redonner si tu ne voulais pas. C'est ça, mais c'était une confiance. C'était une confiance dans le service client d'Amazon et dans le fait que j'aime pas un produit, je le retourne, je sais que je vais me faire rembourser, je sais que je vais recommander. Et pour nous, c'était ça, notre standard de service client et d'achat en e-commerce. Et du coup, quand on est rentré et qu'on a lancé l'Enco, on avait donc différentes cibles de business qu'on voulait être dans différents domaines. Et dans notre expérience client et dans notre service client, c'était Amazon. C'était comment créer une confiance avec le client qui va même pas réfléchir avant de commander et de se dire je vais commander, au pire, j'aime pas, ils vont être là. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière. Mais du coup, comment vous gérez quand, par exemple, vous livrez des lunettes et qu'elles sont pas vendues parce que du coup, ça vous a coûté de l'argent en livraison? Si vous avez des retours. Oui, mais après, financièrement, quand on calculait, le coût, c'était pas aussi impactant que ça. Au final, les gens, ils aimaient les produits. Donc, la plupart, c'était rare. Et même quand c'était le cas, on faisait juste un échange. Ou bien... Mais au début, t'as pas le choix. Au début, si t'as pas de clients, t'as rien. Donc, au début, t'es obligé. Tes clients, c'est tout. Pour moi, je crois profondément que les clients et l'équipe sont ce qui fait la réussite d'un business. Donc, tu dois être à l'écoute des clients et tu dois former ton équipe et être avec eux sur le terrain et les accompagner pour atteindre tes objectifs. Mais par exemple, sur le fait de vendre en D2C directement, il y a un moment où vous êtes dit, on a un blocage. Pourquoi est-ce que vous êtes parti faire des magasins physiques?
Pourquoi on a fait des magasins mais ça, physiques? C'est la grosse question. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'était que les clients voulaient essayer leurs lunettes. Donc, les clients viennent, ils achètent en e-commerce, on offrait l'essayage à domicile, on envoyait 5 lunettes aux clients. Mais en fait, les clients, ils voulaient quand même venir essayer leurs lunettes, ils voulaient en essayer 10, 15 et en fait, trouver la lunette qu'ils voulaient essayer. Et on a vu en fait que des comparables à l'étranger comme Warby Parker, Jimmy Fairley, Aiwa ont tous commencé en ligne et en fait leur évolution naturelle était une évolution omnicanale avec une présence sur les réseaux sociaux, une présence sur leur e-commerce et une présence en retail. L'autre côté de ça, c'était que fin 2020, comme on t'a dit, on s'est lancé en Covid, en confinement, là où au début les coûts d'acquisition clients étaient hyper bas, et fin 2020, ils ont explosé au Maroc. Énormément. Ça coûtait énormément d'argent. Inversement, le retail a craché post-Covid. Et en fait, là où c'était inaccessible pour une petite boîte qui vient de se lancer d'aller en retail parce qu'il y avait des pas de porte, parce que tu devais payer 1-2 millions de dirhams pour ton pas de porte, tu devais t'engager sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, en fait, le retail était devenu accessible. Donc, il y a une crise du retail dont vous avez bénéficié pour avoir accès à des tarifs préférentiels. Et du coup, le retail et notre coût d'acquisition retail est devenu plus intéressant que notre coût d'acquisition digital. Donc, c'est ça, en fait, où... c'est pour ça qu'on a fait aussi ce switch et qui a été super rapide. Enfin, on a lancé en avril 2020. En février, mars, on a ouvert notre premier stand au Morocco Mall. Et en fait, on a commencé par les stands. Donc, au début, on a vu un magasin. Il était dans une petite rue. C'est tout ce qu'on pouvait se permettre de toutes les manières, je pense, à ce moment-là. Ça demande du cash. On n'avait aucun investisseur dans la boîte. Aujourd'hui, vous en avez, on va en parler. Exactement. On n'avait personne. On était, toutes les deux. Par les ventes exactement. Aussi. On a commencé par... Oui, et dans les ventes privées, sur en des fait... showrooms. Ouais, on avait fait des ventes privées et on avait vu que les clients... en direct, ils achetaient les lunettes. C'était incroyable comment ça se vendait. On a exposé dans des concept stores et ça marchait super bien. Donc, ça veut dire que notre premier goût au physique était hyper prometteur, exactement. Donc, on a vu une boutique, on s'est dit, on va s'engager, le loyer, elle n'était pas bien placée. C'était dans une petite ruelle. Et un jour, donc, on va au Morocco Mall et on rencontre le directeur commercial de l'époque. Et il nous dit, ça vous dit de faire un stand. Et nous, on n'y avait jamais pensé. On s'était jamais dit, on va faire un stand. Et sur le coup, on s'est dit, mais c'est une idée géniale. C'est comme un stand de popcorn. Ouais, c'est ça. C'est un stand, tu sais, dans les malls. Tu vois dans les couloirs des malls, tu vois. Et c'est pas un magasin. C'est pas un magasin, exactement. Hyper agile. Ça coûte pas cher à construire. Tu t'engages sur un mois, ça marche pas, tu prends ton stand et tu pars. Et en fait, on a ouvert notre premier stand. Et du coup, c'était un carton le premier jour. On faisait les ventes, Malak et moi, et on avait après de la famille qui est venue pour nous aider parce que c'était incroyable. Et du coup, en fait, on s'est dit, OK, donc next step, c'est le retail. Viens, on teste tous les emplacements qu'on a envie d'ouvrir, on les teste avec des stands. Un stand, c'est hyper agile. Il y a des stands qu'on a fermés en 3 semaines parce que ça ne marchait pas. Et on les a déplacés à un autre mall pour tester un autre mall. Donc, vous avez essayé quoi, par exemple? On a testé Morocco Mall, Anfa Place, Marina, on a testé Ain Sba, on a testé les Marjane, on a testé les Carrefour, on a testé plusieurs villes, on a testé Tmera, on a testé Jdida, Agadir, donc on était à Marrakech, on était vraiment partout. Et ça, c'était même la décision d'emplacement et de choisir son emplacement, on avait développé un modèle qui nous permettait de prédire à 90%, 95% le chiffre d'affaires qu'on allait faire sur l'emplacement. Et du coup, même les emplacements qu'on choisissait, on avait donc plusieurs variables en fait, qu'on inputait dans notre modèle. Et ils nous disaient, voilà, vous allez faire tant, voilà, c'est quoi le loyer, voilà, etc., etc. Et du coup, quand on a ouvert, quand on a décidé de passer vers les magasins, à ce moment-là, on savait exactement quel endroit fonctionnait, quoi faire. On avait déjà nos points de contact avec les différents centres avec qui on était des clients historiques parce qu'on travaille avec eux depuis longtemps. Et donc, en fait, c'est là où on a switché la majorité de nos stands en magasin. Pourquoi est-ce que les gens ils ont autant besoin d'avoir des lunettes de soleil? T'en achètes une. Moi, personnellement, j'en achète une par an. Je suis très content. Vous avez de la récurrence. C'est quoi les chiffres? Pas en détail, mais
Mais en fait, la stratégie derrière la récurrence, il y a une réelle stratégie en fait derrière la récurrence client. Et c'est pour ça qu'on apporte des nouveaux modèles presque chaque mois et demi. Parce qu'en fait, on a pensé les lunettes comme étant abordables pour que justement les gens puissent en acheter plusieurs, dépendamment de leur style, dépendamment de l'activité qu'ils veulent faire. On a des clientes qui nous disent, moi j'ai une lunette dans la voiture, une lunette quand je sors le soir, une lunette quand je suis en voyage, une lunette... C'est de l'optique, mais c'est aussi du solaire. Exactement, il y a les deux. C'est ça, il y a les deux. Et donc, du coup, en fait, tous nos designs sont pensés pour justement créer La récurrence. la récurrence client. Ok. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné aussi en tant que marque fashion. Exact. Parce que c'est pas un choix, c'est vraiment, tout a été, tu vois, stratégique. C'est pas utilitaire, c'est esthétique. C'est esthétique, tu dois le matcher avec, à tes tenues et surtout, tu dois le matcher avec les tendances qui arrivent. Exactement. Et en fait, on utilise, donc comme on disait aussi tout à l'heure, que la data, elle est au centre en fait de tous nos process. C'est que même pour les produits, on va aller en fait apposer des data points sur chaque type de lunettes qui après vont nous prédire quel style en fait reproduire, quel design faire, combien de quantités en ramener, où est-ce qu'on les distribue sur les magasins, parce qu'il y a des modèles qui se vendent à Agadir mais qui se vendent pas à Tanger. Et donc, il y a vraiment de la data au cœur même du design et de la production, des dessins, des modèles et tout ça. Et ça, donc, c'est en fonction de vos ventes que vous réussissez à créer des modèles avec des différents inputs. Exactement, c'est ça. On va dire, voilà c'est quoi nos projections pour l'année. Puis, on va voir combien est-ce qu'il va falloir de quantité à approvisionner, quand est-ce qu'on doit les avoir. En même temps, le gérer avec la gestion de la trésor. C'est plein de choses. C'est pas un compte Instagram, mais c'est un gros business. Mais à quel moment... Enfin, j'ai une question. Où est-ce que vous produisez, pour le coup? En Asie. En Asie? Oui, on produit tout en Asie. Okay. Les designs se font au Maroc et la production, on l'outsource en Asie. Ok. Et à quel moment, parce que du coup, venant d'un background assez VC, moi, je vous ai connu parce que j'ai discuté avec pas mal de fonds ici et je vous ai connu plus à travers les fonds qu'à... J'ai jamais acheté... Moi, je suis un pigeon, j'achète des mascottes à 300 €. À travers la mutuelle, mais... c'est clair. Mais je vous ai connu comme ça à travers les fonds et je me disais, mais c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'une marque D2C, en plus qui fait du physique, lève de l'argent avec des fonds de VC? Moi, je connais très bien l'équipe de 212 que j'adore et 212 Founders que j'adore et qui du coup est un de vos investisseurs. Donc, je vous ai connu aussi à travers ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez levé des fonds et surtout pourquoi est-ce qu'un fonds de VC investirait chez nous? En fait, de premier abord, on nous répète souvent cette question. Et en fait, c'est en voyant d'autres comparables sur d'autres marchés qui ont explosé en fait dans leur marché. Warby Parker a fait son IPO. Jimmy Fairley a fait son exit à 150 millions d'euros. Aiwa vient de lever 100 millions d'euros pour ouvrir 250 magasins. Lenskart a levé $1 milliard pour ouvrir 2000 magasins en Inde. Et donc, tous ces business-là ont été VC-backed dès le début. Et je pense en fait que ce qui fait aujourd'hui que les VC s'intéressent à nous, c'est que oui, on est tech-enabled, on n'est pas tech-driven, on est tech-enabled, mais on a une croissance qui est comparable à n'importe quelle startup tech. Parce que dans notre exécution et dans les modèles de scalabilité qu'on a fait dans chacune partie de l'ENCO, fait que c'est réplicable assez rapidement et que dans la mise en place en fait de cette stratégie-là, tu exécutes hyper vite. Et du coup, tu as une croissance de chiffres qui suit en fait ton exécution. Et puis même, tu as des VC. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Ali Mortar de Belton, du coup, qui vous accompagne. Il me disait, moi, dans ma stratégie de diversification, j'ai des startups tech, deep tech, whatever, mais j'ai aussi du tech-enabled comme Lenko, et qui a des chiffres qui sont impressionnants. Donc, en fait, il y a des VC qui ont aussi des thèses différentes que très tech, comme tu disais là, qui sont des tech-enabled. Et c'est ces VC-là qui ont ces thèses qui sont un peu plus larges que les autres, qui sont aussi intéressés par des boîtes qui sont rentables et par des boîtes qui visent, qui peuvent grossir aussi rapidement que d'autres, mais qui ont aussi un aspect rentabilité juste pour
j'imagine, diversifier leur portfolio, quoi. Ouais. On en parlait avant, mais vous me disiez que vous aviez des fonds, vous n'aviez pas de business angel sur votre Captable, mais effectivement, le VC, c'est du capital, mais il y a aussi un aspect accompagnement, pas à travers du mentorat. Je sais que, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, si par exemple, avec l'équipe de 212, il y a un super accompagnement. Il y avait, là, parce que nous, on a fini la partie incubation et accélération de 212, mais au début, c'est eux qui nous ont préparés à passer le comité d'investissement. Donc, en fait, pour la petite anecdote, nous, on a lancé en avril. Le 9 avril, on a rencontré l'équipe de 212 le 30 avril. C'est-à-dire qu'on est parti en mode guys, salut, on fait des ventes, est-ce que ça vous dit qu'on se parle? Et donc, vraiment, c'était je pense, on est parti, voilà, quoi. Et du coup, donc, pendant toute la période avant le IC, on a été suivis par l'équipe de 212. Ils nous ont suivis sur nos chiffres, ils nous ont suivis sur aussi, c'est eux qui nous ont aidés à mettre en place tout cette analytique dans la boîte. Et ça, c'était vraiment une période qui était incroyable. Ensuite, ils nous ont aidés pour post-investissement. Il y avait un accompagnement qui a duré 1 an. Et ça, c'était vraiment cool. Ça a consisté en quoi? Parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des fonds qui gèrent aussi cette partie post-invest. Oui, bien sûr. C'était des calls qui étaient... sincèrement, nous, on a ces points avec tous nos investisseurs qui sont dans notre cap table. Ils sont hands-on. Donc, ça veut dire que là où ils peuvent aider, ils vont aider. Mais pour, par exemple, 212, ça consistait en des appels toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On avait un entrepreneur, eux, ils avaient un entrepreneur, une résidence, qui allait checker avec nous, voilà, où est-ce que vous avez besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous voulez qu'on analyse ces chiffres-là ensemble, est-ce que vous voulez de l'aide sur cette partie-là. Et en fait, ils ont fait intervenir différents experts dans les différents domaines dont on avait besoin. Quoi, par exemple? Typiquement le marketing, le RH, il y avait la finance. La finance, c'est clé. Hein. La finance, ça, c'était vraiment intéressant. Parce gérer ton budget, gérer ta trésorerie. Gérer le budget, créer des BP, voilà, comment faire le forecast sur... je sais, nous, on venait de se lancer aussi, Zema. On voyait les chiffres, et en fait... il te pousse à l'ambition aussi, vas-y, tire tes chiffres. En fait, c'est ça, c'est que tu te dis, genre, quand tu vois le BP, tu te dis, ah ouais, waouh. Mais en fait, après, c'est vrai, ton BP, tu l'exécutes et réellement, tu vois les mêmes résultats. Donc, c'est assez impressionnant. En fait, ce qui t'aide, c'est qu'ils aident aussi à ouvrir ton scope de qu'est-ce que tu penses pouvoir être capable de faire. Après, vous êtes ambitieuse de base. Hein. Oui. Très ambitieuse de base. Et l'autre chose aussi, par exemple, un des autres fonds qui a investi, c'est 500 Startups. On a fait un programme à Riyad. Je pense qu'on a passé 2-3 mois à Riyad en 2023. Et donc là-bas aussi, tu as une ouverture énorme sur ce qui se passe dans d'autres marchés. Tu vois des entrepreneurs qui font le programme avec toi, qui sont hyper inspirants, hyper ambitieux aussi. Tu as des mentors qui ont fait 3-4 boîtes, qui les ont vendues, et chaque mentor est entrepreneur de base. Et honnêtement, en fait, avoir cette ouverture au monde extérieur au Maroc, on va dire, est hyper importante, je pense, pour un entrepreneur. Et c'est ça qui vous a donné un peu l'idée de expand au Middle East? Au Middle East, non, on l'a fait avant. Dubaï, c'était avant, c'était en 2022. Alors, ce qui nous a poussé à expand au Middle East, on avait... donc, nous, on s'est lancé en 2020. En 2021, on a eu nos investissements, notre premier investissement de CDG. Et on était sur la lancée, ok, c'est bon, on a super bien exécuté le Maroc sur 2 ans, maintenant il faut qu'on sorte du Maroc, il faut qu'on sorte. Vous avez senti que vous aviez touché un peu un plateau? Pas senti, mais en fait, on sent... Vous avez aussi conseillé de bouger rapidement. Exactement. On nous a ce que vous faites, vous pouvez le faire partout en soi. Exactement. En fait, on nous a aussi poussé à, vous avez passé 2 ans au Maroc, il faut s'internationaliser rapidement. C'est ça. Ce qui aujourd'hui, donc ce que tu disais au début, les erreurs à pas reproduire, en fait, quand on est parti à Dubaï, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que on a fermé 6 mois après. En fait, à part opérationnellement, par exemple, quand on s'est lancé ici, on est direct allé viser le plus grand mall d'Afrique. Et c'est là où il y avait le plus de passages, le plus de clients. Quand on est allé là-bas, on s'était dit justement, ok, on ne connaît pas encore peut-être trop le marché, il vaut mieux peut-être aller vers un mall qui est un peu plus reculé parce que c'est plus
on va pouvoir le gérer plus facilement. Sauf que ça a fait partie d'une des erreurs. Parce qu'en fait, quand tu veux tester quelque chose, il faut le faire à fond. Il faut aller et il faut viser le plus grand, le plus bel emplacement, le meilleur emplacement pour avoir un test qui soit Même si c'est un test court. représentatif. Voilà, Parce exactement. que, en fait, on a eu des bons résultats. Il y avait un product market fit. Après, bien sûr, il y a eu toute la partie administrative. Il y a le fait aussi que nous, on devait aller vivre là-bas Vous à devez temps être sur plein. place, ouais. C'est ça, en fait, il faut être sur place. Tu dois être Derrière. comme on dit. C'est Tu vrai. vois, tu dois être derrière. Donc, en fait, il y a plusieurs aspects, mais il y a Et on aussi avait aussi le Maroc qui à gérer. cartonnait à ce Exactement. moment-là. Et en fait, on voulait pas aussi se défocus. C'est ça. Il y avait une vraie question de défocus. On était en plein mois de juillet. Il fallait gérer C'était le une Maroc. grosse On saison. était encore une petite équipe. C'était en 2022. Donc, on gérait encore les choses. Enfin, notre équipe était assez indépendante, mais on devait quand même être là. Et tu te disais, est-ce que je fais 90% ou, enfin, pardon, 70% de mon chiffre dans ce pays? Est-ce que je vais délaisser ce pays pour aller me focuser sur un maybe? Exactement. Tu vois, Ouais. tu vois, donc il y avait une question aussi de Tu focus. avais encore de la C'est manœuvre ça. pour Ouais, croître comme Ouais. tu voulais. énorme. Et la vérité, un des trucs pour lesquels aussi je suis contente, c'était notre agilité en fait à juste, ok, ça fonctionne pas, on a testé, ça marche pas, on ferme, moving on. On passe à autre chose. Et après, alhamdoulilah, il y a eu plein d'autres opportunités, plein d'autres Parce que du projets. coup, ça a duré combien de temps au total? 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois, jour Ouais. 1, j'arrive, je teste. Exactement. 6 mois, je ferme. Je Exactement. rentre chez moi. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et comme ce qu'elle a dit Malak, c'est une décision qui est émotionnellement Ouais. difficile. Ouais, Mais il faut... Vous dites quoi à ce moment-là? On réfléchit avec nos têtes. Honnêtement, Ok, c'est tu peux ouais. pas être émotionnel sur ce genre de décision. Parce que, C'est en vrai fait, qu'on c'est- s'était beaucoup investi. Nous-mêmes, Ouais. personnellement, on s'était Ouais. Vous avez énormément passé du investi. On a temps. passé du temps là-bas. Tu sais, quand c'est ton projet, tu imagines, tu vois comment est-ce que les choses peuvent grandir. On a parlé à plusieurs acteurs là-bas dans la région et tout ça. Mais après, ce qui est aussi bien, c'est quand tu te dis, OK, comme ce que tu disais, j'ai 70% de mes ventes qui sont dans mon marché principal. Ben oui, je vais tout mettre. Mais c'est même pas un problème de modèle ou de boîte, parce qu'un AWA a super bien fonctionné, fondamentalement. Non? Ewa, à l'époque, là où nous, on est parti avec $300,000 à Ouais, Dubaï, c'était Ewa fan avait 27 millions de dollars. Donc, on se comparait même pas Not the à same Ewa. league. Tu vois, pour nous, enfin, Ewa, c'est un modèle, c'est une success story, et c'est un rôle modèle, tu vois, pour nous. C'est ce qu'on ambitionne d'être. Donc, à ce moment-là, on se compare même pas à Ewa. On se dit, viens juste, on existe aussi, tu vois. Et ce qui était drôle aussi, c'est que le mall où on a ouvert, Ewa venait d'ouvrir dans le même mall et Lenskart venait d'ouvrir dans le même Ok, mall. ouais. Donc le géant indien a ouvert, Ewa a ouvert et nous on était là en train d'essayer, tu vois, de se battre aussi dessus. Et comme ce qu'elle disait Malek, c'est pas qu'on faisait pas de chiffres, on faisait un super chiffre, on Ouais. était rentable sur ce point de vente. Mais par rapport à tout ce qu'on a mis comme effort et comme argent Exactement. et par Network, rapport au défocus que ça nous C'est prenait ça. du Maroc, c'est là où on a fait en fait l'arbitrage où il valait mieux arrêter, couper court et y revenir à l'international quand on aura finalisé notre empreinte au Maroc. Et donc, à quel moment tu te dis, parce que du coup, aujourd'hui, vous êtes dans d'autres pays africains, je pense pas à Ouais. travers du physique, à travers Ouais. surtout De l'e-commerce, de ouais. l'e-commerce. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ouais. Je me suis bien renseigné. C'était mon taf. Vraiment. Mais à quel moment tu te dis, bon, ça n'a pas marché, j'ai fait mon arbitrage, je rentre au Maroc, je gère le Maroc. À quel moment tu te dis, bon, maintenant c'est Alors, time. Je te le dis d'aller- en anecdote. Ouais. On a un ami à nous qui s'appelle Tamsir. C'est Ouais. le fondateur de Logido. C'est quoi le Jido? C'est une boîte de last mile du Maroc à tous les pays en Afrique francophone. Donc, on était, je pense, à un dîner fin août avec plein de fondateurs. On le fait ça souvent. On se retrouve entre fondateurs. Et donc, lui, ça marchait super bien pour lui, les livraisons en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et il nous dit... Et en fait, on était à Dubaï à ce moment-là. Et donc, Dubaï était opérationnel. Et il nous dit, s'il vous plaît, faites un test. Je vous en prie, faites un test. Vendez Prove au me Sénégal. Exactement. S'il vous plaît, les filles, juste lancez-vous. À ce moment, on se dit, bon, ok, vas-y. Allez, on va tester, c'est bon, on n'a rien à En perdre. fait, pour nous, opérationnellement, Ça ça coûtait n'allait rien. pas rajouter. C'était Parce qu'en rien. fait, le process, il était... Tu vois, le canal opérationnel était là. Ouais. Donc, on allait juste rajouter un canal de vente. Ouais, mais exactement. en interne, ça allait pas avoir des implications énormes. C'est ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pensait, oui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Ça a Non, des là, c'est implications. une équipe qui est à part, qui Ouais. gère ces pays-là. C'est une équipe à part entière. Ils sont combien? Aujourd'hui, ils sont 3-4 personnes en vente. Et après, on a l'équipe opérationnelle qui gère aussi. Mais parce que c'est du pur e-commerce. Ouais. Et on a l'équipe, La bien sûr, finance. qui fait marketing. Et on a une personne qui fait... C'est vrai. Le recouvrement. Le recouvrement et le Parce que truc. c'est On n'a aussi pas du été cash payé. on Ouais. delivery, quoi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, anecdotiquement, il nous dit, voilà, essayez, on lance.
Premier mois, on le fait que sur Facebook, enfin, on le fait sur Instagram, parce que Instagram, c'est le Quel canal pays, de du vente. coup? Ouais. On a lancé Côte d'Ivoire et Sénégal. En même temps? Ouais. Je pense qu'on a lancé le Sénégal d'abord tout seul. Plus même. Ouais, on a lancé à un moment 7 pays. On Ouais, vendait à un dans moment, 7 t'es actif pays. sur 7 Ouais, pays. 7 pays. Et donc, du coup, on essaye Instagram. Bah, Instagram, ça n'a pas la même. Bah, ça marche pas pareil. On se dit, viens, on teste Facebook. On crée une page Facebook. Et direct. Parce qu'au Maroc, c'est Instagram qui marche. Exactement. Et Facebook, il marche pas. C'est ça. Et on commence à avoir en commentaire des gens qui passent leurs commandes avec leur adresse, leur nom, prénom en commentaire de post. En commentaire de En post? commentaire de post. On avait. Aucun problème de privacy. Ah, rien. Exactement. Non, pas du tout. Et il y avait aucun problème. Mais en fait, c'est pour te dire, enfin, ça, c'est pour te dire le product market fit qu'on a eu dans ces Exactement. pays-là. C'était instantané. C'était instantané. C'était incroyable. On avait un word of mouth on a un word of mouth qui est génial aussi. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, en fait, l'erreur aussi qu'on n'avait pas fait à Dubaï, c'est qu'on n'avait pas creusé le product market fit online. Ce qu'on a fait dans plusieurs pays francophones et de la région. Et du coup, là, il y avait un product market fit online instantané. Ouais, parce que vous êtes parti directement faire du physique là-bas. En fait, Exactement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les pays émergents, les consommateurs sont non seulement sensibles au côté tendance et fashion et au branding, voilà, et à toute l'expérience, mais il y a aussi une sensibilité prix. Donc, quand tu peux offrir, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a un peu un monopole sur la partie optique. Et en fait, les lunettes coûtent cher. Donc, les lunettes coûtent très cher, en fait, et ça prend beaucoup de temps à se faire livrer. Donc, quand nous, on est arrivé avec cette solution où on pouvait livrer en 3 à 5 jours jusqu'à chez toi, c'est du cash on delivery, c'est des lunettes sympas, tu peux les retourner comme si elles ne te fit pas, tu les retournes, il n'y a aucun souci, c'est nous qui prenons en charge les frais de retour. Là, c'est sûr que... Voilà, qu'il y avait un bon. Vous avez bon comblé retour, de la part des clients. un manque. C'est ça. Ouais. Qu'il n'y avait pas. Donc, ça, c'est sur la partie expansion, mais sur la partie, du coup, scale, parce que tu es entrepreneur, ça t'éclate de lancer des produits. J'imagine aussi que vous lancez plein de nouvelles choses. Ouais. Et c'est vrai que quand tu discutes avec plein d'entrepreneurs, je parle tout le temps à plein d'entrepreneurs, ce qui les font kiffer, c'est justement partir d'une feuille blanche et lancer quelque chose. Exactement. Alors, effectivement, vous avez des nouvelles choses que vous lancez, mais c'est pas pareil que de monter un nouveau projet. Et surtout, la question derrière que j'ai pour vous, c'est comment est-ce que tu fais pour scaler une équipe, scaler des opérations, parce que vous vous devez gérer des gens dans des magasins, c'est du people, c'est des opérations. Enfin, comment tu fais le passage à l'échelle? Alors ça a été un de nos plus gros challenges. Mais la chose qu'on a toujours fait, pardon, Malak et moi, c'est que au début, on faisait tout nous-mêmes. Ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a tout processé. Donc, ça veut dire que tu as ce problème, voilà, comment tu le règles. Donc, tu pars d'un truc qui est énorme, tu le fais, et après, en fait, tu fais un post-mortem où tu analyses c'est quoi le cheminement que tu as pris pour ça, et ensuite, tu le simplifies au maximum pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et à chaque fois qu'on a lancé un projet ou qu'on s'est dit, on va aller là, la première chose que we were making sure of, c'était que ça soit un truc scalable. Ça veut dire qu'il soit réplicable par d'autres personnes que Malak et moi. Sinon, en fait, ce projet, il marche pas. Donc, tu écris le playbook et tu fais ton playbook. On a des playbooks. Surtout de documenter. Parce qu'après, du moment où tu documentes, c'est très facile de le donner à quelqu'un et puis il suit le manuel. Et après, cette personne aussi, elle a ses équipes et elle continue et ça... Donc, par exemple, là, c'est quoi tous les process? Enfin, j'imagine que c'est huge, je vais pas non plus vous poser la question sur... Mais j'imagine que sur le marketing, vous avez des process, sur comment vous gérez vos réseaux sociaux, vos campagnes. On est hyper strict sur l'organisation et le planning. On a des Gantt charts pour tout. On a des process pour tout dans l'ENCO. Et par exemple, rien que dans notre marketing, on a des plannings rétroactifs de 6 mois en avant. On sait exactement qu'est-ce qui doit être fait à quel moment. On a notre base de données énorme d'influenceurs, de content creators. On sait exactement qui fait quoi et qui va nous donner le truc. Et du coup, en fait, c'est aussi l'idée de faire grossir des équipes sur différents sujets. Et en fait, on a répliqué ça sur tous les aspects. Ça veut dire que même la production, il faut savoir que ça prend 6 mois à produire des lunettes. De la conception à la livraison? Non, même ça prend 9 mois de la conception à la livraison. Donc, il faut vraiment tout préparer en amont. Du moment où on va choisir quel type de collection on a envie d'avoir, ça va être quoi le thème. Au moment où elle arrive, ça peut prendre jusqu'à 9 mois.
Après, sur le service après-vente aussi, c'est la même chose. Ça veut dire quand le client te contacte ou quand il est en magasin, s'il pose telle ou telle question, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. S'il y a ce cas de figure, par exemple une réparation, voilà le process de la réparation, les délais à donner au client, les différentes formes de remise ou les solutions en fait à donner face à chaque type de problème. J'imagine que vous utilisez de l'IA derrière quand même un peu. Même pas. Oui, pour les produits. Que ces derniers temps. Hein. Avant, il n'y avait pas quand on s'est lancé. Parce que si tu as des questions répétées. Il n'y avait pas, pardon, mais on ne l'utilisait pas. Mais là, aujourd'hui, oui. Mais avant, on faisait ces playbooks-là, on les a fait avec les équipes. Ça veut dire qu'on prenait les équipes service après-vente et les équipes retail. OK, c'est quoi toutes les questions qui vous reviennent de la part des clients? Et puis après, on a fait des manières de réponse et des solutions. Des arbres de... Exactement. Et la même chose après aussi en interne au niveau de la warehouse. S'il y a ce problème sur cette lunette ou ce montage ou cette commande, voilà comment agir en fait en fonction de chaque situation. En fait, c'est un business d'exécution et de playbook et de vitesse. Quoi. Je pense que dans tous les business qu'il y a dans notre région, les manières dans notre région, personne ne va inventer la roue. Tu vois, c'est vrai. On a des exemples de marchés autour de nous où tu as des boîtes qui fonctionnent et en général, les boîtes qui sont dans nos régions sont ça. Et on en parlait justement avec un des investisseurs, il nous disait, dans notre région, tu vas peut-être pas faire le x100 parce que c'est pas une idée qui est énorme, mais tu vas avoir un taux de fail qui va être beaucoup plus bas parce que justement, il y a beaucoup de business qui sont répliqués. Et dans tous les business, je pense que tu lances, c'est une question d'exécution. Tu peux avoir l'idée du siècle. Oui, si tu exécutes pas, c'est une question d'exécution. Oublier, mais... Ouais, ça c'est... Après, il faut beaucoup de discipline. Ouais. Ça veut dire que tu peux pas un jour, t'as pas envie d'aller. Comment vous la maintenez, cette discipline? Ça n'existe pas. Ça, c'est notre force à être toutes les deux, en fait. Ça, c'est la force d'être deux. Parce que c'est sûr que chacun a des hauts débats. Et c'est incroyable parce que quand une personne peut être démotivée, l'autre personne va la retirer. Allez, on va y arriver et tout ça. Et c'est ça, c'est notre force. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est normal. T'as des périodes... dans l'entrepreneuriat, tu as d'énormes périodes de doute. Tu doutes de toi-même. Tu sais, il n'y a personne pour te dire vas-y, c'est top, c'est le chemin à prendre. Vas-y, c'est comme ça. T'es pas en limite pour te motiver, qui te dit t'es le meilleur. Mais... c'est ça, exactement. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui te montre le chemin. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça. T'as pas quelqu'un qui va te dire non, passe par là, non, fais ça. Tu prends une décision, elle est bonne, c'est bien, elle est pas bonne, c'est sur toi, tu vois, it's on you. Et du coup, c'est vrai que cette discipline, en fait, il faut se rappeler que rien que le fait de show up et do the work, même si c'est une petite pierre, au final, ça fait un business. Et c'est cette discipline qui fait que si tu show up tous les jours et que tu fais même un peu tous les jours... Ça compound. Exactement. Il faut aussi avoir un tempérament de battant, la vérité. Ça, il n'y a pas... Il faut être des battants. Il y a des choses que vous n'avez pas encore réussi à craquer, que vous aimeriez trop craquer, ou des challenges qui sont encore un peu durs à faire. Il y a des choses que vous avez envie de faire ou... Il y a des choses qu'on a envie de faire. Mais honnêtement, là, on est à un stade où on a trouvé le modèle qui fonctionne et on a envie de profiter de tout l'effort qu'on a mis pour craquer ce modèle-là, pour justement l'expand. Et en fait, c'est ça, la vraie question de scale, c'est ça. C'est que pendant toute ta période avant le scale, ton but, c'est de trouver un modèle qui est scalable. Et du coup, en fait, là, quand tu rentres dans la période de scale, c'est de l'exécution. Et tu profites, en fait, de tout ce que tu as construit, de tout le modèle que tu as, tous les modèles que tu as construits pour justement build on them. Et je pense qu'on est là, à ce stade de juste exécution, quoi. Ouais. Dans quelques années, Hélène Co, c'est quoi? Tu veux le leader. Leader de l'optique. En fait, nous, notre vision, c'est de devenir le leader de l'optique en Afrique. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est ça notre vision pour LNKO. C'est vraiment de devenir le leader en Afrique. Merci beaucoup. Je vous souhaite. Peut-être une question que j'ai aussi à vous poser, c'est, on se raconte une histoire de croissance et des choses qui se sont bien passées, mais j'imagine que vous avez dû passer par des moments durs comme chaque entrepreneur. Peut-être vous avez des anecdotes à partager. Moment dur. On est sorti là d'un moment dur, je pense, il y a quelques mois, où on a eu un problème de cash. Et en fait, Justifié par quoi? Des trucs administratifs. Non, pas du tout. Des trucs admin. Et du coup, en fait, on a eu un gros problème de cash. Et pendant donc des mois, on avait du mal à payer nos équipes.
Et d'ailleurs, Malak et moi, on prenait pas de salaire, on n'a pas pris de salaire pendant des mois et des mois. Et du coup, en fait, ça a réellement testé notre résilience par rapport, à aux difficultés qu'on avait. Le plus gros challenge là, c'était de garder les équipes rassurées, de les voir, de les regarder dans les yeux avec des retards de salaire. Ouais. Et en fait, toi, tu dois les rassurer, mais tu dois te rassurer toi aussi Bah oui, bien pour sûr. te dire que t'inquiète, tout va aller, etc. Vous avez des gens qui Et sont partis, j'imagine, ou pas? honnêtement, pas tant que ça. Alhamdoulilah, sincèrement, on a une super équipe. Ouais. On les appelle notre Dream Team. صبروا معانا, ils ont été hyper compréhensifs. Et c'est dur quand même pour quelqu'un. Enfin, c'est un travail, quoi. C'est pas sa boîte. Donc, c'est dur de demander ça à quelqu'un. Et du coup, en fait, donc, quand on est sorti de cette période hyper compliquée, on a fait un super ftour avec toute l'équipe. Et c'est là que les valeurs de l'ENCO sont ressorties. Et qui sont aujourd'hui nos valeurs, qui sont des valeurs qui nous représentent Malak et moi, mais qui sont nos valeurs d'entreprise, qui sont la première chose, c'est la foi, donc Nia. Donc, et foi en ton travail, et la foi dans ce que tu es en train de faire, et la foi en l'avenir. La deuxième, c'est l'ambition. Et l'ambition, ton ambition personnelle, où est-ce que tu as envie d'aller, comment est-ce que tu te vois évoluer, comment tu vois la boîte dans laquelle tu es en train de bosser qui est en train d'évoluer. Et la troisième, c'est la résilience, qui est en fait c'est ta réaction par rapport à l'adversité. Et le fait que tu restes, que tu es résilient par rapport à tous les problèmes qui peuvent se passer. Et donc, aujourd'hui, dans les bureaux de l'ENCO, on a un tableau avec écrit Nia, Nifs ou Sabr. Ah, j'adore. Et donc, c'est ça les valeurs aujourd'hui de l'ENCO, qui sont les valeurs qui ont été confirmées par un événement. Ces Exactement. valeurs, elles sortent vraiment de nous parce qu'en fait, dans la plupart, quand on entend des entrepreneurs parler, ils parlent aussi surtout de leur vie professionnelle. Mais en fait, il y a tout un aspect de vie personnelle où tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la vie de ces entrepreneurs-là, que ce soit des success stories ou bien des personnes qui viennent se lancer. Et parfois, la vie personnelle, il y a des événements qui se passent qui sont très difficiles, mais pourtant, tu dois être là, tu dois show up, tu dois motiver tes équipes, tu dois garder la même vision, tu dois leur faire croire à ta vision malgré les difficultés personnelles et professionnelles. Et donc, c'est de là où vraiment sont sortis ces trois valeurs-là. Parce qu'on a eu quelques temps où il y avait à la fois des problèmes en perso et en pro. Et là, c'est là où tu mets ni dialogue dans ton travail et la foi que, Inch'Allah, tout va s'arranger, tout va bien se passer. J'adore, et j'adore. Tu vois, Vraiment, et tu continues. Et ouais, voilà. Donc, elles sortent vraiment de nous. De nous. Ces valeurs-là. C'est ce qui nous représente, je pense, le plus, toi et moi. Après, vous êtes de la même famille, vous avez grandi à peu près de la même manière, et donc vous avez des valeurs. Après, tu sais, l'adversité dans la vie perso, elle est différente. Donc, chacune a son expérience de vie. Mais dans le boulot et dans ce qui nous représente, nous, dans l'ENCO et de notre travail, et même, en fait, c'est un truc que tu retrouves aussi dans notre équipe. Ça veut dire que si tu viens voir les gens qui sont dans notre équipe et les différents collaborateurs de l'ENCO, en fait, avec la culture d'entreprise qu'on a mis dans l'équipe, les gens qui ont stick sont des gens qui ont profondément ces valeurs-là. Ils veulent arriver. Et en fait, quand tu t'entoures, exactement, ils se battent pour y arriver. Et quand tu as une équipe qui partage ces valeurs, et du coup, en fait, que ça fait la culture d'entreprise. Tu sais, on dit que la culture d'entreprise à l'ENCO, elle est familiale. Et puis, c'est normal, on s'entend. Mais c'est une famille. On est tous en train de bosser pour la même vision. Exactement. Et avec les mêmes valeurs. Donc, ça, je pense que c'est important. Enfin, vous êtes deux femmes, du coup, entrepreneurs, etc. Vous avez vos vies de famille, vos vies de maman. Vous avez toi, t'as deux enfants, c'est ça? Toi, je sais pas si t'as deux enfants, mais t'es un maman de deux enfants. Je pense que ça doit être hyper dur aussi en tant que maman, en tant que femme, de justement aussi gérer une boîte, gérer une vie familiale à côté. C'est clair. Ça doit être hyper dur. Et puis je même, pas beaucoup. Voilà. Comment vous réussissez à gérer Alors, en fait, honnêtement, je pense, you just do it. Genre, sincèrement, c'est hyper dur, mais ça demande une organisation de malade. Et ça demande un support système encore plus... de gens autour de toi, ouais, exactement. tes amis, ta famille, ton mari. Oui, exactement. J'ai mes parents, alhamdoulilah, qui m'aident énormément. J'ai mon mari qui est notre number... c'est vraiment notre fan, notre fan numéro 1. Il est dans l'entrepreneuriat, lui aussi? Non, pas du tout. Il est en sustainability. Okay. Mais, alhamdoulilah, il a cru en nous dès le premier jour.
c'est une force aussi qui est derrière nous. Et voilà, donc tu crées un support system et tu t'organises. C'est une question, honnêtement, d'organisation. Tu perds un peu sur le sommeil. Des fois, j'ai une mémoire, je pense, qui est pas... je perds toutes les clés. Donc ça, c'est anecdotique. J'oublie même tes lunettes, ça, c'est un J'oublie même mes lunettes, exactement. Donc voilà. Par contre, là où ça a été challengeant, en fait, moi, je parlerai pour moi en tout cas, c'est que quand t'es quand même jeune entrepreneur, parce qu'on est jeune, on n'a pas monté 10 boîtes derrière nous, c'est une first time pour toi. Tout est une first time, et être un manager d'une aussi grosse équipe est une first time aussi. Et en fait, dans les modèles et les success stories et les modèles de business qu'on a autour de nous, c'est des modèles qui sont dirigés par des hommes. Et c'est des modèles qui sont aussi dirigés par un peu d'agressivité, plus tu dois te placer. C'est une énergie masculine qui est hyper forte. Tu dois te placer en tant que le boss. Et du coup, en fait, quand on faisait ça, ça allait à l'encontre en fait, de notre personnalité. Et du coup, même nous, il y avait un clash dans notre travail. Je ne suis pas la même personne, enfin, je n'étais pas en tout cas la même personne au boulot qu'à la maison avec mes enfants. Et en fait, j'avais limite une double personnalité. Et à un moment, en fait, c'est comme si à un moment, tu te dis, je vais être qui je suis, je vais manager de ma manière, c'est ma boîte, c'est mon équipe. Et en fait, quand tu retrouves cette homogénéité et quand tu retrouves cette homogénéité de personnalité et de qui tu es, ça veut dire que oui, tu es quelqu'un d'ambitieux, oui, tu es quelqu'un de strict, mais tu es aussi quelqu'un qui a envie de créer une équipe. T'as pas envie d'être le boss de quelqu'un, t'as envie d'avoir des gens que tu écoutes autour de toi, t'as envie d'avoir une équipe qui va être force de proposition. Tu sais pas tout. Quand tu commences à grossir, tu recrutes des gens qui sont là aussi pour c'est clair. pour que vous soyez une équipe. Et moi, de base, je suis une team member. Je suis pas, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, quand tu deviens toi-même, exactement, tu t'horizontalises et que même toi, tu es en adéquation avec ta propre personne, et ben en fait, tu sens que même l'énergie autour de toi et le travail et ton équipe performe 10 000 fois mieux. Et du coup, je pense que ça a été ça aussi un des plus gros challenges qu'on a eu en termes d'équipe. C'était à peu près pareil. Ouais, pareil, oui. Parce que moi, tu sais, une double personnalité, à un moment, ça clash. Complètement. Mais moi, je me rappelle, je le disais autour de moi, je disais, c'est la personne que je suis quand j'arrive au bureau. Malak du stock. Ouais, Malak, c'est ça, on m'appelait comme ça dans ma famille. Ça, c'est Malak du stock. Parfois, si je m'énervais, il me disait, OK. Ça, c'est Malak du stock. Ça, c'est Malak du stock. Reviens, s'il te plaît. Donne Malak normal, tu vois. Et en fait, oui, c'est vrai. Et tu te retrouves en fait à un peu dénaturer qui tu es et ta personnalité. En tant que femme, c'est vrai qu'on a un côté d'empathie qui est assez élevé. Et tu as envie de pouvoir être comme ça avec tes équipes. Tu sais, les équipes, les personnes qui sont avec nous, on les adore. On les voit tous les jours aussi. On les voit tous les jours. Chacune et chacun d'entre eux, on les aime vraiment beaucoup, quoi. Et donc, c'est cool de pouvoir juste être soi-même et de travailler avec des personnes, comme tu disais, d'avoir horizontalisé en fait toutes la les hiérarchie. équipes. Voilà, toute la hiérarchie. Et puis, et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il y a énormément d'idées. Quand on a fait ce switch, il y a énormément d'idées de la part des collaborateurs qui sont ressorties. Et la vérité, Maha et moi, dans notre ADN aussi, on adore apprendre. Et on adore apprendre de tout. Ça peut être un livre, tu peux juste parler à quelqu'un, ça peut être un podcast à écouter, une émission. Vous connaissez Tomorrow? C'est sympa, Il est génial, tu connais. Il est top. Et donc, du coup, en fait, même dans le ftour qu'on a fait, on a fait la ftour ce ramadan, et on l'a mis en fait en situation, on a donné une problématique aux équipes, et on a mis un chef par table, et on les a mis sur une estrade, et on leur a dit, OK, chacun de vous nous donne sa proposition. Aujourd'hui, on a implémenté les propositions qu'ils ont données. Top. Et donc, le fait même, parce que c'est eux qui sont au final sur le terrain, c'est eux qui parlent aux clients tout le temps. Donc, c'est eux, les idées, quand elles viennent d'eux, elles sont incroyables à mettre en place. Je pense que la culture d'entreprise, c'est un vrai sujet. Quand tu grossis et quand tu scales, il y a une vraie question de culture d'entreprise et de bien-être des collaborateurs dans ton équipe. C'est des sujets que tu entends, tu sais, dans des grosses boîtes et tout. Mais en fait, Moi, j'ai un sujet, c'est qu'en France, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais j'ai l'impression qu'en France, les gens ne se sentent investis dans une entreprise que s'ils sont incentivés au capital. Ouais. À travers des BSPCE, des actions gratuites, whatever. Est-ce que vous ressentez qu'au Maroc, je ne sais pas, à travers votre expérience ou les expériences d'autres gens, les gens sont fondamentalement intéressés par la réussite de leur boîte dans laquelle ils travaillent parce qu'ils sont incentivés au capital ou parce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Alors nous, dans l'ENCO, je pense qu'il y a réellement un truc plus profond qui est une ambition de jeunes
qui ont envie, et ça c'est un truc qu'on a toujours dit aux équipes, est-ce que vous réalisez qu'on est une équipe avec une moyenne d'âge de 24-25 ans et on est en train de shaker l'industrie de l'optique? Et ça, je pense c'est pour ça que c'est nifs, tu vois. Tu as nifs, que tu as envie de prouver qu'en tant qu'équipe, tu peux y arriver et tu peux defy the odds. Et du coup, en fait, il y a réellement ce truc dans l'équipe de l'ENCO. C'est réellement tout le monde a nifs que l'ENCO réussisse. Tu as envie parce que tu veux prouver que tu peux y arriver aussi. Et donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, il y a aussi le côté où ils sont maîtres de leurs décisions. Donc, on a l'équipe retail, l'équipe marketing, l'équipe opération, etc., etc. Et ils prennent des décisions et ils voient qu'ils peuvent agir sur leurs décisions. Vous n'êtes pas dans une forme de contrôle de chaque décision. Vous avez du coup des guidelines et les gens les exécutent. C'est ça. Chaque C-level fait... Enfin, je sais pas si... Voilà, on a des team meetings. Les équipes, elles disent voilà, c'est quoi les problèmes que j'ai, voilà les solutions que je propose. Et après, c'est bon, ça se met en place assez rapidement. Peut-être une dernière question, parce que je finis toujours mon podcast comme ça. Ouais. Si je devais inviter une personne à venir prendre votre place, ce serait qui? Ce serait qui? Un investisseur, un entrepreneur, un pote à vous que vous trouvez super entrepreneur, j'en sais rien. Oui. Alors, pour moi, ça serait Hamza, je pense, Ben Keren, qui est un fondateur marocain, qui est notre cousin aussi. Exact. Que des entrepreneurs dans la famille. En fait, qui a lancé une super boîte de fintech en Afrique et qui est sous les radars. Qui s'appelle comment la boîte? Qui s'appelle comment la boîte? Luo. Ouais, Luo. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et je veux bien que vous me mettiez en relation. Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est lui, histoire hyper inspirante, fondateur de Malade. Et je pense que ça serait cool de l'avoir. Ok, vous me direz. Ouais. Je sais pas, dis-moi. Ah non, moi, en fait, ça serait pour le... En fait, en tant qu'entrepreneur, tu imagines toujours ça va être quoi la prochaine étape. Et en fait, on avait rencontré Mehdi Oudreri de Aiwa. Et c'était... moi, j'ai été impressionnée de sa vision des choses. Et c'est qu'en fait, il est arrivé... là, nous, la période... je pense le moment auquel on est... c'est de profiter, comme ce que disait Maha, de tout l'effort qu'on a fait pour exécuter nos magasins. Et lui, en fait, il a exécuté ses magasins. Donc là, il a une vision même de l'écosystème startup, des investissements qui est complètement différente. Pas complètement différente, mais qui est juste différente et inspirante. Donc, je pense que ça serait bien aussi de lui parler. Je vais aller faire un tour à Dubaï. Je vais faire un événement à Dubaï, je pense, histoire de l'avoir. La diaspora marocaine hyper successful, il y a des super success stories. Donc, mais ces gens-là, c'est marrant parce qu'ils restent là-bas. Enfin, ils sont dans leur marché. Tu sais, c'est l'histoire de tu lances ta boîte dans un marché, tu dois prévoir de passer les 10 années ou les 20 années de ta boîte dans ce marché-là. Et vous, à refaire, vous monteriez un business au Maroc, vous trouvez que d'un point de vue administratif, les choses se facilitent, etc. Parce que, par exemple, une des grandes peurs qu'ont beaucoup de gens qui sont à l'étranger, c'est de se dire je vais pas pouvoir avoir la même vitesse d'exécution parce qu'on va peut-être me mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais tu as tout à faire. Donc là, en fait, où ça veut dire que tu peux te dire au Maroc, il y a des problèmes administratifs. Oui, il y en a. C'est pas il y en a pas. Oui, c'est dur administrativement. Oui, c'est dur de lancer un business au Maroc. Mais de l'autre côté, si tu viens voir l'autre côté du truc, c'est que on est de ce pays-là. Donc, tout le monde a un network autour de lui pour l'aider à se lancer. Et, c'est normal. Tu sais, quand tu es à l'étranger, moi, je me rappelle quand j'étais à Montréal, tout le monde avait son network avec lequel il avait grandi. Les investisseurs, ils les connaissaient. C'est aussi une petite population. Mais en fait, on a ça au Maroc. Donc, quand tu sais, tu connais le Moqata'a, tu sais comment t'en sortir, tu vois. Et il y a tout à faire au Maroc. Il y a un marché qui est énorme dans chaque industrie. Et je pense qu'il y a vraiment... oui, tu peux shaker chacune des industries Moi, j'aimerais bien que de plus en plus de gens rentrent au Maroc faire des choses. Ça serait incroyable. Imagine si toute cette... après, chacun, comment il voit son business, peut-être son marché, il aille. Mais moi, je trouve qu'il y a une différence de mindset un peu entre les générations d'il y a 10 ans et celles d'aujourd'hui, où les gens rentrent beaucoup plus tôt. Et ont envie beaucoup plus d'aider leur pays parce qu'il y a ce momentum-là. Exactement. Et j'espère que ça nous donnera raison. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et je pense que vous allez atteindre votre vision, mais tu vas que là, et puis merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup.